Perrine Simon-Naoum, qui est directrice de recherche au CNRS, membre du centre Raymond Aron, à l'école des hautes études en sciences sociales, d'où sa présence ici aussi. Elle enseigne à l'ENS et à l'IEP de Paris. Alors, elle est directrice de collection aux éditions Odile Jacob. Elle a publié André Malraux, L'engagement politique au XXe siècle, et elle prépare un ouvrage sur les Juifs et la modernité, apparaître prochainement aux éditions Albin Michel. Et elle prépare aussi une nouvelle édition qu'on attend tous, du journal de Michelet, apparaître en folio, si mes indications sont bonnes. Voilà. Elles sont bonnes. Voilà. Alors, tu n'as pas changé de titre Non, pourquoi j'aurais dû? Non, mais parce que d'habitude, les gens changent de titre. Donc, non, mais non, je persévère dans mon être. Alors, vas-y. De Renan à Salomon Reinhardt, Proust, acteur de la révolution des sciences religieuses. Bien, ben merci beaucoup Anne, et merci aussi à Marielle de cette occasion donnée de me replonger dans Proust. Le thème donc des sciences religieuses que j'ai choisi d'aborder, vous le savez, traverse l'œuvre de Proust, non pas de façon anecdotique, mais me semble-t-il comme le souci en cette fin de siècle d'établir la société sur un plan qui ne soit pas celui de la simple immanence. Le sentiment qui prévaut pour la société vaut aussi pour les individus qui la composent, et la manière dont ceux-ci s'inscrivent dans le monde, mus par des déterminations et des aspirations qui les dépassent. Et finalement, comment pourrait-il en être autrement dans cette fin de siècle où on voit la République à peine installée affronter des adversaires politiques qui fourbissent leurs armes au registre de la tradition religieuse et du catholicisme, alors qu'elle-même d'ailleurs cherche à asseoir la fondation d'un sacré républicain. La rencontre de Proust avec les sciences religieuses est donc tout sauf anecdotique, et les références religieuses qui abondent dans ces textes, et la recherche du temps perdu en particulier, ont une toute autre vocation que de signaler, je dirais, l'érudition ou la bigoterie de leur auteur. D'une certaine façon, Proust accomplit une partie du programme que se fixent les sciences religieuses à la fin du XIXe siècle. Et comme toujours, il le porte à une telle incandescence que d'un discours général, il fait une œuvre indépassable. S'il y a une forme d'évidence à lire Proust au prisme des sciences religieuses et en retour à tenter de les penser à travers l'œuvre littéraire, il reste néanmoins un travail important à accomplir, celui du déchiffrage, dans la mesure où, contrairement aux historiens, chez le romancier, la fonction dévolue aux religieux ne transparaît jamais comme telle. La présence des sciences religieuses chez Proust, qu'il faut bien se garder de confondre avec une croyance religieuse, pas plus qu'il ne faut les rabattre sur des motifs ou des références sacrées, n'est donc ni fortuite ni ornementale. Elle structure, me semble-t-il, de l'intérieur la relation de l'écrivain à l'œuvre, de la même manière qu'au dehors, elle témoigne de la manière dont l'identité juive inscrit l'homme dans la modernité. Et c'est cette nécessité, je dirais plus encore qu'une simple analogie, cette vocation commune dont mon exposé voudrait tracer les linéaments. Entrer dans l'œuvre de Proust par les sciences religieuses n'est pas un biais commode offert à la non-spécialiste que je suis. Ses plus fins exégètes en ont d'ailleurs souligné à de nombreuses reprises les points de rencontre. Mon propos, vous l'avez compris, sera un peu différent. Il vise en fait à tenter de déchiffrer ce qui me semble révéler une vocation commune, la manière dont le religieux fournit un point d'appui à Proust, comme aux historiens et savants des religions, notamment à ceux issus de ce que j'ai appelé la science du judaïsme, pour penser l'inscription dans le monde. Le thème le plus évident, celui qui a relevé la critique proustienne, est celui du maranisme. Et il a fait, vous le savez, l'objet de nombreux commentaires, notamment d'un ouvrage paru sous ce titre, sous la signature de Juliette Assine.
Il établit, je dirais, un premier niveau de relation entre Proust et les sciences religieuses, un niveau directement lié à la judéité, mais aussi à la situation politique des Juifs de France. Le maranisme appartient non seulement à l'histoire du judaïsme, mais en cette fin de XIXe siècle, marquée par le développement de l'antisémitisme, son étude se constitue en arme de combat. Sa présence, sous la plume des spécialistes du Moyen-Âge, notamment des savants de la science du judaïsme français, répond, on va le voir, à une double construction, à la fois politique et identitaire. Et de ces deux constructions, on trouve l'écho sous la plume du narrateur. L'intérêt pour le maranisme, donc, surgit à la faveur du combat que mènent les savants juifs, celui qui, depuis le début des années 1870, met au premier plan l'ancienneté de la présence des Juifs en France et l'influence intellectuelle que le judaïsme médiéval a joué dans la construction du monde chrétien, ce que bien sûr contestent à l'époque des historiens issus des milieux nationalistes et cléricaux. Le thème de la présence juive au Moyen-Âge émerge en fait à la faveur des études de philosophie médiévale que mène Salomon Munk, en particulier sur l'œuvre de Moïse Maïmonide, dont vous savez qu'il traduit le Guide des égarés à la fin des années 1850, mais également dans la fondation de la philologie romane, qui est en France l'œuvre de Arsène Darmstädter, qui le premier va publier un dictionnaire des glosses de Rachi, destiné finalement à apporter la preuve de l'enrichissement qu'a connu le français, la langue française au Moyen-Âge, au contact de l'hébreu du maître de Troyes et des tosafistes. Les études médiévales viennent également célébrer l'âge d'or qu'incarne à cette époque, aux yeux des Juifs français, le moment judéo-espagnol. Cet intérêt porté au judaïsme médiéval, donc en contrepoint, si vous voulez, des théories racistes qui tentent à nier l'ancienneté de la présence juive en France, est encore renforcé quelques années plus tard par le combat qui s'engage au moment de l'affaire Dreyfus, directement contre l'Église. Fer de lance de l'antisémitisme, celle-ci est en effet combattue à travers la dénonciation par les Juifs du rôle séculaire qu'elle joue dans la persécution des minorités. Et c'est très intéressant de voir qu'à partir des années 1880, à partir du moment, vous savez, où les sciences religieuses s'institutionnalisent, au moment où on crée des revues, notamment la revue des études juives, c'est assez frappant de voir combien se multiplient, donc sous la plume de savants érudits, mais également sous la plume, par exemple, du grand rabbin de France, Zadok Khan, des études qui sont consacrées soit aux controverses médiévales autour du Talmud, soit aux problèmes de meurtre rituel. Et le point d'orgue donc de ce combat scientifique, en quelque sorte engagé contre l'Église, est la publication en pleine affaire Dreyfus par Salomon Reinach de la monumentale histoire de l'Inquisition, écrite par l'historien américain Henry Charles Lee, que Reinach donc traduit et publie à ses frais au tournant du siècle. En fait, il s'agit, à travers cette étude historique extrêmement minutieusement documentée, et la préface qu'en donne Reinach, de dénoncer les persécutions mises en œuvre par l'Église et la manière dont finalement le fanatisme s'alimente à la foi. Quant aux Maranes, qui sont donc les Juifs, vous le savez, convertis par force dans l'Espagne et le Portugal du XVe siècle, et qui conservaient donc en secret leur attachement aux pratiques juives, leur histoire devient, si vous voulez, une sorte de moment d'anthologie dans les histoires plus générales du judaïsme qui voient le jour à l'époque, notamment celle à laquelle Proust se réfère explicitement, qui est celle de Théodore Reinach, frère de Salomon, parue en 1883,
mais également chez des historiens allemands comme Heinrich Gretz ou dans l'histoire des Juifs écrite par Cecil Roth. De ce thème du maranisme, donc, on trouve un écho direct dans la recherche, puisque c'est en effet sous le signe du maranisme, et là je ne vous apprends rien, que Proust développe le parallèle entre inversion et judaïsme, à la fois dans Sodome et Gomorrhe, et puis on le voit aussi à diverses reprises, notamment dans la construction du personnage d'Albertine dans le cahier 46 rédigé en 1915. Ce jeu d'aller-retour, donc de double identité, voire éventuellement de triple identité, qui désigne les métamorphoses d'une personne selon qu'elle est seule ou en société, est destiné chez Proust finalement à nous faire sentir ce que nous révèle d'un être des détails infimes, des attachements secrets, qu'ils soient invertis ou dreyfusards, mais aussi ce que cela nous dit de la société dans laquelle il évolue. Si le mot n'est jamais employé par Proust, les procédés qui y renvoient, traçant un triangle donc entre affaire Dreyfus, judaïsme et inversion, en font l'un des schémas de lecture de la recherche, le chemin peut-être par lequel on accède à la vérité d'un personnage. Et c'est extrêmement frappant de voir comment on trouve distribué entre les différentes figures juives de la recherche, finalement, toute la gamme des positions maranes, de ce qu'on appelle le judaïsant, qui continue de pratiquer son judaïsme, à ceux qu'on appelle les vrais chrétiens, qui l'ont tout à fait renié, en passant par ceux qui adoptent le christianisme par intérêt social tout en demeurant attachés au judaïsme, voire même ceux qui se proclament chrétiens à l'extérieur, tout en conservant à l'intérieur quelques rites du judaïsme. D'autres, enfin, mêlent les deux religions, à moins qu'ils ne deviennent tout à fait indifférents aux deux. Mais une chose leur est en tout cas commune, on pourrait dire, ce sont les distorsions et le malaise identitaire qui les affectent. Et en ce sens, le maranisme mérite bien, je crois, le qualificatif d'aventure que lui adjoint l'un des spécialistes actuels de l'histoire des maranes, le philosophe Yirmiyahu Yovel. Aventure historique chez Yovel, aventure de l'âme, pourrait-on dire, chez Proust, qui traverse non seulement les différents états du temps et de la mémoire, mais désigne cette odyssée qui est notre vie dans un monde d'où aucun danger n'est exclu, pas même celui de nous perdre nous-mêmes. Si Proust s'inspire donc du modèle Maran dans sa description de l'homosexualité, s'il redouble ce modèle dans la distance qu'il met, je dirais, entre lui et le narrateur, introduisant une forme de culpabilité, il s'en inspire également à un troisième niveau qui renvoie, encore une fois, à l'usage que font de cette histoire les savants de la science du judaïsme français pour dénoncer, à travers elle, la condition des Juifs en France dans les années 1890. Le point de vue auquel il se place est donc celui, me semble-t-il, comme chez les historiens, celui de l'écart qui travaille sans cesse la condition de Maran et dans lequel Yovel situe bien le lieu d'où émerge l'individu moderne. Cet écart est pensé par Proust du point de vue de la société dans laquelle juifs et homosexuels aspirent à se fondre. Et finalement, c'est assez intéressant de voir que, si vous voulez, de la même façon que la société espagnole, dans le zèle missionnaire qui l'a conduit à réclamer la conversion du plus grand nombre, va se trouver petit à petit dans l'obligation d'inventer un mythe de la pureté du sang, donc vous savez, établi par des lois, successivement en 1449, en 1467 et puis en 1550, si vous voulez, parce qu'elle est obligée de distinguer toujours de façon plus, je dirais, plus fine, ceux qu'on appelle les vrais chrétiens des nouveaux conversos. Eh bien, il me semble que les salons
proustiens doivent en permanence définir de nouveaux critères de distinction. Et si Madame Verdurin prend la place et le titre de duchesse de Guermantes, finalement son salon n'en répond pas moins à des règles qui sont aussi strictes qu'exclusives. L'impossibilité de l'environnement chrétien à assimiler l'autre juif ou à le rejeter tout à fait, puisqu'on ne sait plus finalement dans les nouveaux convertis quels sont les anciens et les nouveaux chrétiens, joue, je crois, comme une sorte d'analogie en miroir pour chaque personnage de la recherche, juif, dreyfusard, homosexuel ou les trois à la fois. Alors le maranisme dont il est question et qui renvoie vraiment à la condition moderne du juif tel que l'exposent les spécialistes des religions, parce que c'est très net, je veux dire, c'est un thème que vous ne trouvez pas dans les années 1850-1860 et qui apparaît tout à coup en 1880. Traduit en réalité chez Proust un maranisme littéraire, puisque l'objet, vous le savez, c'est moins le roman évidemment que le récit d'une vocation, moins la description d'une société que la naissance de l'écriture. Et cette mise en cause de la réalité, finalement, cette extinction de l'intrigue que beaucoup de spécialistes ont analysée chez Proust, qui inaugure d'une certaine façon un nouveau moment de l'histoire, dans l'histoire de la relation entre le récit romanesque et la philosophie, emprunte, je crois, également aux sciences des religions. Et là, je voudrais revenir, et ce sera mon second point. Alors, je m'aventure de plus en plus loin. Là, sur le maranisme, j'étais, je pense, sur des choses connues et acceptées. Mon second point est beaucoup plus hasardeux parce qu'il m'amène à revenir sur une partie de la critique proustienne et à rouvrir le dossier des relations entre Proust et Renan. Alors, on a travaillé sur le sujet et vous savez qu'on a souvent réduit les relations de Proust à Renan, finalement à la cruauté dont Proust a fait preuve à l'égard de Renan dans le pastiche qu'il donne de lui en 1908 dans l'affaire Lemoine. C'est oublié, me semble-t-il, comme le rappelait le philologue Jean Bollack, que tout chez Proust est affaire de littérature, jusqu'à l'art du pastiche. Est-ce qu'on peut vraiment, et là voilà, moi j'ai pris ça comme un exercice de recherche aussi, on est dans la célébration des 40 ans de l'école, et donc voilà, j'ai joué le jeu qui est celui des chercheurs. Et donc la question que je me pose et que je vous pose, puisque vous êtes beaucoup plus spécialiste de Proust que moi, c'est de savoir si finalement on peut résumer les relations de Proust à Renan à ce seul rejet finalement stylistique, et réitérer, il est vrai, parce que j'ai été voir donc l'ensemble de la correspondance et toutes les références à Renan, et il y en a dans tous les volumes sauf un, je crois, de la correspondance, sont des références au style de Renan. Est-ce qu'on peut résumer les relations de Proust à Renan autour de ce rejet stylistique? Et est-ce qu'on ne pourrait pas finalement découvrir chez Proust, à la manière d'un palimpseste, un autre usage de Renan? Et c'est finalement l'hypothèse que je voudrais vous proposer. Et c'est vers cette hypothèse, me semble-t-il, que nous entraîne la confrontation, ou le rapprochement plutôt, de la recherche au prisme des sciences religieuses. Finalement, l'admiration dans laquelle Proust tenait Renan dans sa jeunesse, puisque vous savez que Renan vient dîner chez les parents de Proust, le lendemain Proust va lui faire signer ses ouvrages, etc. Et il y a notamment dans la correspondance avec Daniel Halévy, alors la correspondance du tout jeune Proust, mais énormément de références à Renan. Au-delà même de ces références, de ces exercices d'admiration, il y a énormément de rappels, de parallélismes, de références implicites, je dirais, aux souvenirs d'enfance et de jeunesse de Renan. Et donc, mon hypothèse, c'était de vous proposer de considérer qu'il y a chez Proust, peut-être, une autre lecture de Renan que celle d'un Renan positiviste à l'écriture boursouflée.
Et je suis partie d'une réflexion simple sur les sciences religieuses, c'était de me dire finalement, à l'époque où Proust compose la recherche, ça n'est plus l'interprétation de l'histoire des religions de Renan qui est à la mode, mais c'est celle de Durkheim. Et d'ailleurs, les œuvres sont concomitantes. Or, vous savez qu'à partir de 1895, Durkheim a entrepris de repenser les phénomènes religieux à partir notamment des travaux d'ethnologie de Robertson Smith, et que finalement il est arrivé très vite à la distinction dans la religion de deux différents principes, selon qu'on considérait la religion comme un ensemble de facteurs au fondement des sociétés, permettant finalement aux individus de s'adapter à l'évolution de leurs conditions, ou d'un autre côté comme un système métaphysique devenu obsolète et qu'il convenait de remplacer par la science. Et si le religieux apparaît avec le droit comme l'un des domaines privilégiés sur lequel s'établit la méthode sociologique, ce n'est évidemment plus pour des raisons ontologiques, mais uniquement parce qu'il renvoie à la traduction historique des liens sociaux et permet d'en faire l'histoire, tandis que des problèmes comme la nature du divin ou la relation à une transcendance figurent au second plan. Quant aux symboles, condamnés à disparaître par Durkheim avec l'extinction des mythes et des rites, ils revêtent désormais une forme accidentelle et finalement se contentent de renvoyer aux faits sociaux. Et donc il devient très difficile dès lors d'appréhender leur force dans toute sa dimension. Or, ce qui m'a frappé, c'est qu'à aucun moment, dans les évocations religieuses qu'il fait, Proust ne semble se réclamer, enfin frayer, avec cette vision durkheimienne de la religion. Et au contraire, il me semble tout à fait s'inscrire dans la vision renanienne de celle-ci, notamment, je dirais, et je vais accélérer, à travers la place centrale qu'elle ménage au texte de l'écriture dans le rapport au divin. Alors, j'ai évidemment pas le temps de démontrer ici la manière dont Renan installe son rapport personnel au Christ au niveau d'une herméneutique du sens. Par exemple, c'est, si vous voulez, le rapport à la nature doit bien davantage à la dimension noétique que Renan entrevoit en Galilée. Vous savez, quand il évoque cette question du 5e évangile, qui est évidemment tout sauf une inscription un peu bébête de la vie de Jésus dans les conditions matérielles, les pierres, le lac, les arbres, etc., des lieux qui l'ont vu naître. En fait, il suffit de souligner la manière dont Renan conçoit l'histoire religieuse comme une histoire de l'esprit humain, et vraiment à l'opposé des interprétations positivistes qu'on donne généralement de Renan, et finalement la manière dont l'écriture est porteuse d'une transcendance, pour voir combien Proust a retenu, me semble-t-il, de sa lecture de jeunesse des œuvres de Renan. Alors c'est vrai que Proust se détache sans doute de Renan, mais, me semble-t-il, c'est pour pousser plus avant le projet de transfiguration du monde par l'écriture, refusant de le voir s'incarner dans un rapport personnel avec la divinité qui, là, évidemment, est au contraire ce que fait Renan. Mon dernier point sera encore plus iconoclaste. C'est de réfléchir finalement, ou d'essayer de voir comment, dans le problème de l'écriture que pose Proust, dans la façon dont il va travailler ce rapport à l'écriture et au rôle de l'écrivain dans son œuvre, on a un problème commun à celui des sciences religieuses, qui est finalement de savoir quelle place le sacré occupe dans le monde et comment on peut comprendre, comment on peut saisir les possibilités de médiation hors du monde qui sont aussi, qui participent de l'essence de l'être humain. Et je dirais que pour cette piste, je suggérerais une troisième rencontre qui est celle que Proust fait avec la paléontologie.
Alors, bon, ça peut paraître curieux. Grâce à Anne, j'ai eu connaissance d'un article d'André Benaïm qui s'appelle L'ère de la Madeleine, qui travaille cette question de la paléontologie, mais en fait de façon très différente, parce que lui voit ça au niveau des rappels sémantiques. Hein? Donc, voilà cette dernière hypothèse que je vous livre, c'est que il me semble qu'il y a une révolution qui est contemporaine de l'entreprise proustienne en matière d'histoire des religions. C'est, vous le savez, celle qui conduit les spécialistes de la préhistoire à abandonner ce qu'on appelait une interprétation ludique des représentations exhumées sur les murs des cavernes de la préhistoire. Et vous savez qu'on avait commencé à la fin des années 1860. En 1869, on fait cette découverte à Altamira de la fameuse grotte qui va donc ouvrir le champ de toutes ces explorations. Donc on passe d'une interprétation ludique, une interprétation ludique, ça veut dire finalement sans nécessité aucune. C'est-à-dire que voilà, les hommes préhistoriques dessinaient comme ça pour se faire plaisir, à l'adoption d'un modèle d'interprétation magique. Or, ce qui est très intéressant, c'est que l'acteur de cette révolution n'est autre que Salomon Reinach. Et il y a, alors là c'est aussi une question que je vous pose, j'ai cherché quelles étaient les possibles références de Proust à Salomon Reinach. Bon, sans tomber dans le biographique et sans repartir du côté de l'affaire Dreyfus, vous savez qu'il fréquenta énormément Joseph, le frère aîné de Salomon. Il appartient donc à tout ce milieu de la bourgeoisie intellectuelle juive. Donc ils se sont connus, ils se sont rencontrés, ils se sont fréquentés, ils ont échangé. Et il me semble qu'il y a entre eux, et c'est comme ça que je ferai le lien, une médiation qui joue, qui est celle de la peinture. Salomon Reinach est non seulement paléontologue, mais il a une sorte de savoir universel. Il est au départ philologue, il est numismate, il est historien. Il est le conservateur en chef du musée de Saint-Germain-en-Laye, vous savez, qui recueille tout ce qui concerne l'art gaulois et celte. Mais il écrit aussi bien sur la peinture italienne, sur la Renaissance. Et il y a donc au croisement de la peinture, du judaïsme et je dirais de l'esthétique, du côté de chez Swann, une référence à un peintre, à Benozzo Gozzoli, qui est un peintre italien, et plus qu'à Gozzoli, une référence, enfin Gozzoli est cité par Proust pour un tableau, une fresque, pardon, qu'il a réalisé à San Gemignano. Or, il se trouve que quelques années plus tard, en 1929, Salomon Reinach consacre une étude précisément à cette fresque de Gozzoli. Bon, peut-être, voilà, c'est de façon un peu, je dirais, impressionniste, une façon de montrer cette rencontre avec Reinach, mais je dirais que de façon plus profonde, il me semble qu'on peut établir un parallélisme en passant par le biais de la peinture entre le modèle proustien de création et la conception du sacré à laquelle renvoie la théorie magique religieuse de l'art pariétal, qui est donc précisément développée par Reinach dans les premières années du XXe siècle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enjeu religieux n'est pas absent de l'étude de la préhistoire, puisque Reinach prend ici le contre-pied, donc j'ai dit, des tenants d'une interprétation ludique. Or, ceux-ci avaient à leur tête le savant paléontologue Gabriel de Mortillet, qui était aussi connu pour ses positions anticléricales. Raison pour laquelle donc il déniait aux hommes primitifs la possibilité d'avoir une expression religieuse. Ce que montre au contraire Reinach, donc à partir des théories de l'anthropologie évolutionniste anglaise, c'est que donc l'art, dès son origine, a vocation à atteindre le sacré.
Et cette identification des origines de l'art au comportement magico-religieux de l'homme primitif donc s'inscrit en faux contre l'idée d'un art décoratif et gratuit. Comment alors ne pas faire l'analogie avec Proust et la dimension du sacré à laquelle prétend l'écrivain? Un sacré dans lequel la seule transcendance est celle d'un monde dans lequel se rejoignent l'espace d'un instant, je dirais, création de la vie et création littéraire. Ainsi se trouve levé, me semble-t-il, et j'en finirai par là, le paradoxe que Stéphane Chaudier notait dans son ouvrage consacré à Proust et le langage religieux, celui d'un athéisme qui, dit-il, prendrait au sérieux la culture religieuse, montrant comment, finalement, dans la recherche, on se trouve en présence d'un divin sans mystique et sans Dieu. Quand bien même il serait relié à l'artiste et non à l'humanité dans son ensemble, c'est en effet à la manière des sciences religieuses du début du XXe siècle et des Juifs en particulier, me semble-t-il, que Proust trace le mode de relation du sacré au monde. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. On va intervenir quelques minutes. Je regarde l'heure parce que je sais que ça va aller. Voilà, donc on va reprendre un peu. Je te remercie vraiment pour cette intervention qui nous change réellement, réellement dans les études proustiennes, de l'approche du judaïsme chez Proust, qui est vraiment presque une tarte à la crème, je dirais, depuis quelque temps. On en parle beaucoup pour dire tout, le contraire, enfin, etc. Je crois que tout simplement, ce qui est vraiment ici novateur, c'est que d'habitude, on ne fait jamais le lien avec la naissance, ou plus exactement, la reconnaissance des sciences religieuses à l'époque de Proust, qui sont quand même fondamentales, on l'oublie trop souvent, pour finalement le nouveau panorama des sciences humaines qui se met en place au tournant du siècle. Vraiment, les études religieuses, les sciences religieuses sont une espèce de parent pauvre, sauf pour les gens qui s'y intéressent directement, mais autant des littéraires, on s'intéressait à la sociologie, à l'anthropologie, etc. Je dirais que les sciences religieuses, elles passent un peu à la trappe dans ce nouveau panorama, et je crois que c'est une erreur très très importante, d'autant que Proust était évidemment plus que concerné à cette époque dramatique, je dirais, du tournant du siècle, qui engendrera, je dirais, qui porte en germe tout le XXe siècle. Par cette question. Donc je crois que c'était une très bonne idée de rescientificiser, je ne sais pas comment on peut dire, la question du rapport de Proust au judaïsme en le sortant un petit peu des veils, enfin voilà, de la pure biographie. Alors, pour ce qui concerne les hypothèses sur Renan, je ne connais pas assez moi-même pour y revenir, mais en tout cas, c'est des pistes que j'espère que d'autres pourront emprunter, et en tout cas qu'on a envie de creuser. Juste avant de laisser la parole à la salle, moi je crois qu'il y a quelque chose qui me semble tout à fait central et qui est, je crois, un point qui a beaucoup gêné des très très grands philosophes, que j'adore, comme Lévinas, comme Ricoeur, etc., qui était justement cette question d'un sacré sans mystique et sans Dieu. Ça, c'est une question très complexe chez Proust. Et alors moi, ce qui me passionne, c'est évidemment tout ce qui va concerner le rapport entre ce que tu dis, à savoir d'une part la création de la vie sur Terre, puisque tu remontes à l'homme préhistorique, et vous savez que les premières lignes de la recherche, on nous parle de l'homme des cavernes, et que même à travers le sommeil, on peut atteindre une réalité proto-temporelle. On parlait de Hortan tout à l'heure. On est dans une temporalité antéhumaine avec le sommeil, puisque non seulement on se trouve aussi démuni que l'homme des cavernes, nous dit Proust, mais même on rejoint une époque où l'humain n'existait pas encore. Et ces moments d'anté-temporalité humaine, donc vous voyez, je ne suis pas du tout dans le hors-temps mystique dont parlait un petit peu, ou le temps à l'état pur dont parlait Martin Rueff ce matin. Je suis dans une espèce de temporalité en dehors de l'humanité. On la retrouve dans des passages cruciaux de la recherche qui sont d'une part, évidemment, l'expérience du sommeil au début de la recherche,
les passages de l'agonie de la grand-mère, hein, qui va, à travers la maladie et l'approche de la mort, on rejoint une temporalité qui n'est pas le temps à l'état pur, l'hors-temps, l'extratemporalité, ça n'a rien à voir avec ça. On rejoint ce que moi j'appelle une proto-temporalité, c'est-à-dire avant la naissance de l'homme, en quelque sorte. Hein. Et là, il y a une dimension sacrée qui me semble extrêmement complexe. Et puis, évidemment, il y a tout le bal de tête. Donc, vous voyez, on est quand même dans 3 endroits fondamentaux de la recherche, le début, la fin, et puis avec la mort de la grand-mère, le milieu, enfin, qui est quand même peut-être l'un des passages centraux de toute la recherche, avec le bal de tête, où les sublimes gagas, la duchesse de Guermantes, avec des lichens, les monstres, les femmes laides, dont on voit qu'elles n'ont pas changé et qui sont les seules qu'on peut reconnaître parce qu'elles ressemblaient déjà à des baleines quand elles étaient jeunes. Donc toute cette dimension finalement d'une dimension du sacré et de l'extratemporalité historique qui serait à relier encore une fois à la question des sciences du vivant. Je suis un peu confuse, mais en tout cas ça me semble important cette idée d'un Proust qu'on a souvent vu comme un idéaliste, nombriliste, snob, etc., qui en réalité assoit la création littéraire sur une réflexion extrêmement fine et précise sur ce que c'est que la vie avant l'humanité. Et le fait que l'humanité peut accéder à cette vie-là, à cette temporalité, dans des conditions extrêmes, sommeil, peut-être ivresse, sexualité, et puis évidemment agonie, vieillesse, donc des états limites finalement de notre rapport au corps, où on rejoint une temporalité qui n'est pas celle du temps historique, et bien sûr pas celle non plus du temps sociologique. Voilà. Donc voilà, moi c'est ce qui me fait rebondir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire ou si on passe la parole. Qui est toute la question de l'identité, hein, de la pluralité des identités, cette espèce de maranisme qu'on retrouve aussi dès le début de la recherche, où en quelques phrases, le narrateur se transforme en femme, hein, Ève, la femme qui sort évidemment du corps du narrateur, en animal, en rivalité entre François Ier et Charles Quint, enfin voilà, on est dans une subjectivité qui n'existe plus comme subjectivité en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si d'autres ont des réactions peut-être. Oui, Philippe. Sur la famille Reynac, il y a eu des études de Luc Fraisse. Joseph Reynac est un symbole pour lui de conversion. Donc c'est amusant parce que son frère apparemment est un spécialiste de conversion religieuse. Et Joseph, c'est Salomon qui a travaillé sur l'histoire des religions. Enfin, Salomon et Théodore. Et il est présent dans le temps retrouvé sous son véritable nom comme exemple de conversion politique, cette fois-ci du dreyfusisme au jusqu'au-boutisme pendant la guerre de 14. Je crois que c'est effectivement une famille très, très importante. Puis ça serait un peu extrapolé, mais on a souvent essayé de décrypter les rites secrets de la famille, comme le samedi, le repas du samedi, 1 heure avant, etc. Est-ce que ça ne fait pas quand même penser aux pratiques secrète du maranisme? Oui, non, mais le maranisme, ça a été très, très étudié et je pense que c'est sans conteste une des pistes à travers lesquelles on doit lire la recherche. Mais de façon, je dirais, en tirant toute la substantifique moelle des dernières recherches sur le maranisme, notamment, donc, je disais, des travaux d'Yovel, en montrant comment ça atteint l'identité, évidemment, du maran, mais ça travaille l'identité de la société dans laquelle il s'insère. Donc, c'est vraiment là qu'on voit émerger l'individu moderne. Et ça me paraît extrêmement intéressant. Plus tout le thème un peu héroïque-comique des conversions forcées, de la grande inquisitrice, de la Verdura, etc. À moitié sérieux, à moitié ludique, comme toujours. Tout à fait, une espèce de maranisme profane du petit clan Verdurin, qui fonctionne effectivement tout à fait sur ce registre-là. Moi aussi j'ai trouvé ça passionnant dans ce point de départ Maran. Et en parlant du modèle Maran pour penser l'homosexualité et l'aventure identitaire, qu'est-ce qui devient comparant de toi en fait? Est-ce que
est-ce que l'homosexualité n'est pas à son tour un modèle pour penser l'aventure identitaire et l'aventure marane? Enfin, il y a une espèce de... Il y a une difficulté là à hiérarchiser les... Voilà, enfin, tu as compris ce que j'essaie de... Oui, mais je crois que là-dessus, tu as tout à fait raison. Et en fait, je dirais que l'ensemble se rencontre sur la façon dont il pense l'écriture, finalement. Et le rapport à la personne, à la fois du narrateur et de l'auteur. Je suis même pas sûre, tu vois, qu'il y a hiérarchisé en disant c'est la complexité des identités juives qui va venir définir l'homosexualité, ou au contraire, c'est la complexité de tous les positionnements possibles et imaginables, incroyables, des invertis qui font preuve d'une imagination extraordinaire en matière identitaire, voilà, comme toutes les minorités, je dirais, qui doivent se faire une place et qui doivent tenter d'exister malgré tout. Je crois vraiment qu'on est dans des relations triangulaires, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Robert Sur la question des maranes, j'ai vu récemment un documentaire sur une communauté marane actuelle au Portugal. Je ne sais plus le nom de cinéaste, documentariste allemand. Et ce qui m'avait frappé, c'est que... Frédéric Brenner, non? Non, c'est bon. Toujours est-il que ce qui m'a frappé, c'est que ces maranes, ça devait être la même chose avec les autres, ont perdu absolument tout contact avec la réalité juive authentique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de ce point de vue-là une souffrance, une perte de substance, quelque chose. Enfin, ce sont des gens qui n'ont littéralement plus d'identité, puisqu'ils sont obligés de se cacher, ils sont persécutés, et en même temps, leur rapport avec ce qu'est réellement le judaïsme dans ses rites, enfin, il y a des choses totalement aberrantes qui n'ont plus rien à voir avec le judaïsme. Alors, au niveau de l'homosexualité, le rapport, c'est quand même, chez Proust, la souffrance, une authenticité, ce genre de thématique, me semble-t-il. Il y aurait quelque chose comme ça. Et ce qui est important aussi dans le thème du maranisme, et qui a forcément été peu soulevé par les spécialistes de Proust, c'est vraiment l'idée du combat politique, à travers l'installation de ce thème dans l'histoire du judaïsme et dans l'étude des communautés religieuses. Alors pourquoi 1880 et pas 50-60, où je dirais c'est quoi? C'est le protocole des sages de Sion? C'est la montée de l'antisémitisme? Non, c'est la montée de l'antisémitisme. C'est la montée de l'antisémitisme et c'est l'idée que vraiment du rôle central de l'Église dans l'antisémitisme. Donc quand on travaille sur les maranes, c'est vraiment parce que on a en ligne de mire le rôle de l'Église dans la France de 1890. C'est vraiment ça. Et toutes les études sur les meurtres rituels, etc. Personne pour éclairer sur Renan? Non, pas de questions. Sur la paléontologie, non, ça vous a pas choqué? Ah, moi pas du tout, puisque je trouvais une des rares à travailler sur la question préhistorique un peu avec André Benahim justement, et puis sur la question de la préhistoire, Sandrine Scano-Bénis, on est quelques-unes à essayer de travailler sur la question du darwinisme, de la paléontologie, de toutes ces questions-là qui sont révolutionnaires à l'époque de Proust. Évidemment, Proust en avait totalement conscience, mais une diffusion du darwinisme, et je crois que c'est inséparable de Lamarck, Cuvier, etc. Tout ça. Et là, c'est un champ complètement ouvert, mais je vous promets, un colloque là-dessus un jour. Ça structure tout le rapport à la nature, aux animaux, avec ce caractère sacré finalement, qui permet d'accéder à une dimension fondamentale de l'humanité. Et d'autant plus quelque chose de fondamental sur l'humanité qu'il y a un passage que je crois ma phrase préférée de peut-être tout Proust, enfin j'en ai une dizaine comme ça, qui est un passage dans Jean Santeuil où le narrateur fait état des différentes temporalités de vie des animaux. Alors il parle de la baleine qui peut rester je ne sais pas combien de temps sans respirer, de l'aigle qui... voilà. Il fait une énumération de différents animaux en montrant qu'ils ont des temporalités vitales et respiratoires totalement différentes des nôtres.
Bon, mais ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et on rejoint, alors au-delà de la paléontologie, on rejoint tout ce qui va être Michelet, Maeterlinck, Fabre, toute finalement la naissance de ce qui sera un jour, ce qui va un jour s'appeler l'éthologie de terrain, quoi. Voilà. Mais c'est très étonnant chez Proust de voir à quel point cette question animale, qui vient aussi frôler évidemment la question humaine par différenciation ou au contraire par surimpression, avec la question du spensérisme, se retrouve dans son œuvre. Hein. C'est inattendu, quoi. Bon, alors, merci beaucoup, Perrine, pour ces ouvertures. Hein.